Question épineuse aujourd'hui, peut-on séparer l'œuvre de l'auteur? Polanski, Cantat, Heidegger, Céline, est-ce qu'on peut continuer à encenser leurs œuvres malgré leurs crimes? La question n'est pas nouvelle, mais elle revient en force en ce moment. Et la sociologue Gisèle Sapiro a décidé de s'y attaquer dans son dernier essai intitulé tout simplement « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?» Je t'appelle tout de suite. Gisèle Sapiro, bonjour. Bonjour. Bon, le débat, il n'est pas nouveau, mais il revient en force, on a l'impression, en ce moment. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui vous a poussé à écrire cet essai. Pourquoi il revient si fort? Oui, il y a une conjoncture entre trois phénomènes qui ont en commun la question du rapport entre la morale de l'auteur ou de l'artiste et la morale de l'œuvre. La première, c'est la question posée par MeToo, des agressions sexuelles, de la dénonciation des agressions sexuelles. La seconde, c'est le phénomène de la cancel culture, la culture de suppression qui s'est développée aux États-Unis et qui consiste à annuler ou supprimer des personnes qui auraient commis des actes répréhensibles ou proféré des propos condamnables. Le troisième phénomène, c'est celui des commémorations et des rééditions d'auteurs qui ont été condamnés par le passé et qui ont tenu des propos qui aujourd'hui sont punis par la loi, des propos haineux, des propos racistes, des propos antisémites. Donc ces trois phénomènes convergent pour soulever à nouveau frais cette question aujourd'hui du rapport entre l'auteur et l'œuvre, entre la morale de l'auteur et la morale de l'œuvre. Gisèle Sapiro, dans votre essai, vous citez des nombreux cas, ça va de Heidegger à Orelsan. Il y a un exemple qui est assez parlant, que je trouve assez parlant, c'est celui de Houellebecq. Avec un ami, à chaque fois qu'il y a un Houellebecq qui sort, on s'écharpe pour savoir si Houellebecq, c'est vraiment un pamphlet contre les musulmans, par exemple le Plateforme, où le narrateur, par la première personne, déverse toute sa haine contre les musulmans. Et puis Houellebecq, on sait que dans des entrevues aussi, a dit des choses assez graves envers l'islam. Est-ce que là, on peut dire que c'est un appel à la haine ou est-ce que c'est une fiction qui est censée un peu nous mettre mal à l'aise et brouiller les cartes? C'est compliqué de dissocier l'œuvre de l'auteur et de savoir le vrai sens de l'œuvre sans connaître la pensée de l'auteur quelque part. Oui, en fait, il y a des œuvres pour lesquelles on ne peut pas trancher, qui sont foncièrement ambiguës, et la littérature, la fiction joue souvent sur cette ambiguïté, l'indécidabilité morale de l'univers fictionnel, puisqu'il est interne à cet univers fictionnel. Donc les personnages, effectivement, dans Plateforme, il y a plusieurs personnages qui tiennent des propos islamophobes. Il n'y a pas de thèse contradictoire. Personne ne défend l'islam dans le roman. C'est un roman à la première personne, avec un narrateur qui s'appelle Michel, qui ressemble étrangement par certains traits à l'auteur, mais qui par d'autres s'en différencie. Donc l'auteur joue avec ce double fictionnel, comme c'est souvent le cas en littérature, mais c'est aussi ce qui permet de faire passer des messages qui seraient réprimés dans l'espace public aujourd'hui, parce que justement, on ne peut pas l'imputer à l'auteur lui-même, même si l'auteur, Houellebecq, a tenu aussi des propos insultants pour l'islam dans la presse, pour lesquels il a été poursuivi. Et en même temps, on peut aussi lire ce livre à un deuxième niveau, un deuxième degré, où on mettra en avant l'ironie, quasiment le pastiche en fait de la parodie du roman à thèse, et donc ça reste indécidable et ça crée une sorte de trouble en fait sur le plan moral. Ouais, le droit d'auteur, le droit à la propriété intellectuelle, ça a été vraiment une lutte importante. Maintenant, l'auteur a des droits et des devoirs. Est-ce que l'auteur il est responsable de ce qu'il écrit, de ses propos, et puis est-ce qu'il est responsable aussi de la réception, de l'interprétation du lecteur? Si je reprends le cas Houellebecq, ben moi je ne vais pas lire Houellebecq de la même façon que mon ami, et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord sur l'interprétation de ses textes. Donc est-ce que l'auteur est responsable de ça? Alors, l'auteur est reconnu propriétaire de son œuvre et il est aussi tenu pénalement responsable de son œuvre. Il y a une longue histoire à cela. D'ailleurs, la reconnaissance pénale a précédé l'appropriation de l'œuvre par son auteur, la reconnaissance de la propriété littéraire qui ne date que du XVIIIe siècle. Et donc, l'auteur est responsable avec son éditeur face à la loi. Et en même temps, la loi distingue l'intention de l'acte.
c'est-à-dire l'acte, c'est l'acte de publication pour lequel il peut être jugé, mais on va interroger son intention de nuire. Donc on peut considérer qu'il n'a pas eu l'intention de nuire, comme dans le cas de Flaubert pour son procès pour son roman Madame Bovary. Il a été jugé et donc non coupable du crime d'apologie de l'adultère. On n'a pas accepté la thèse comme quoi la thèse du procureur impérial comme quoi ce roman serait une apologie de l'adultère. À travers cet exemple, ce qu'on peut voir, c'est qu'au prétoire, il y a un débat sur l'interprétation de l'œuvre et donc on va essayer de déterminer et de distinguer ce qu'on appelle aujourd'hui représentation et apologie. Donc on peut, comme dans le cas de Houellebecq, représenter l'islamophobie sans que cela puisse être défini comme une apologie qui, là, serait le crime d'apologie. Et en dehors du cadre juridique, judiciaire, on peut aussi interroger l'éthique de l'écriture. L'éthique de l'écriture, et donc c'est là que ce sera plutôt le jugement de la critique et du public qui a le droit aussi de se prononcer sur cette dimension. C'est-à-dire que l'auteur est libre d'adopter la posture qui lui sied, mais on peut aussi être critique de cette posture. J'ai l'impression, Gisèle Sapiro, qu'il y a aussi des œuvres qui dépassent quelque part obligatoirement l'artiste. Si je prends par exemple un artiste contemporain, Michael Jackson, et ben c'est vrai qu'on sait les actes qu'il a commis, pédocriminels, et pourtant j'arrive pas à les associer à l'auteur, j'arrive pas à associer sa musique à ces actes-là, et pour moi il est compliqué de censurer du Michael Jackson, et dans ma tête je les dissocie de facto. Alors, je ne sais pas si c'est un mécanisme de déni, mais est-ce que ce n'est pas la preuve qu'on peut apprécier une œuvre telle qu'elle pour ce qu'elle nous fait et qu'on arrive à la dissocier complètement de l'artiste ? De fait, on dissocie tout le temps l'œuvre de l'auteur, puisque la plupart du temps, on ne connaît pas les actes des auteurs. Même pour Heidegger, en fait, c'est maintenant qu'on découvre l'inscription de l'antisémitisme dans sa philosophie avec la publication des Cahiers noirs. Donc ça appelle à reconsidérer, en fait, toute son œuvre. Moi, je pense que la censure n'est pas souhaitable, parce que la censure, en fait, consisterait à remettre le même couvercle d'amnésie sur une histoire qui nous a marqué, qui est présente dans notre inconscient collectif, que si on n'en parlait pas du tout. Et le problème aussi, c'est que nos sociétés ont construit l'auteur comme une sorte de figure héroïque à laquelle on doit s'identifier, une sorte de personnage moral. Les commémorations posent problème parce que c'est une personne qu'on commémore, c'est pas telle œuvre en soi. Donc cette identification de l'auteur et de l'œuvre qui s'est renforcée à l'époque du romantisme a été aussi constituée par l'État laïque avec ses écrivains, ses artistes comme des héros culturels. Voilà. Et Michael Jackson, c'est aussi le héros culturel de toute une génération. Et donc on se pose cette question. Après, on peut écouter sa musique sans même savoir qu'il a commis ces actes. Vous n'êtes pas pour la censure, mais quand même, il y a une certaine limite. Vous dites, par exemple, la réédition des pamphlets de Céline, vous êtes contre. Bon, pour comprendre un peu cette nuance entre censure ou non, je renvoie à votre essai. Dernière question, le repas de famille, le fameux repas de famille, on ne va pas y manquer, c'est le débat qui énerve à chaque fois. Quand l'oncle un peu réac va dire à la nièce féministe, moi ça ne me dérange pas du tout d'écouter du Noir Désir en regardant le pianiste de Polanski, est-ce que vous avez des conseils pour désamorcer la bombe ? Moi, je pense que le plus important, c'est quand même le débat. Et donc, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est d'arriver à entendre chacun l'argument de l'autre. L'oncle va expliquer pourquoi Polanski est un grand cinéaste, et effectivement le pianiste, et moi je pourrais souscrire, conseiller d'aller voir le pianiste. Je pense que la nièce peut expliquer pourquoi elle n'a pas envie aujourd'hui dans ce contexte d'aller voir le pianiste, et du coup ça lui permet de parler du mouvement MeToo et des problèmes que posent en fait ces situations d'abus d'autorité envers les jeunes filles. Et je pense que c'est là qu'on va faire progresser le débat démocratique en argumentant et en expliquant la complexité de cette question. Maintenant,
Je pense que dans la mesure où il ne s'agit pas d'œuvres censurées, chacun est libre de se déterminer, et c'est ça aussi qui est important, c'est d'accepter la pluralité, la diversité des positions face à ça, mais aussi de comprendre et d'entendre les arguments des uns et des autres. Merci Gisèle Sapiro. Merci à vous. Et voilà, Zungzan, c'est terminé. Je vous laisse quelques conseils lecture comme d'habitude pour continuer la réflexion. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo philo.